Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alors, l'actualité, elle est évidente. C'est la 19e édition du Salon international du livre d'Alger. Vous exposez cette année également. Oui, évidemment, on participe à ce salon. C'est un moment charnière, un moment essentiel, le grand moment, je dirais, pour le livre en Algérie, mais aussi c'est le plus grand événement culturel en Algérie. Alors nous, on a écouté beaucoup les organisateurs de l'événement ces 2 derniers jours. Monsieur Hamidou Messaoudi nous a expliqué en quoi ce salon devenait de plus en plus important. Je rappelle, 20 000 mètres carrés d'exposition, 43 pays. Cette année, les États-Unis d'Amérique à l'honneur. En plus, une première spécialisation avec un espace consacré à l'édition pour les enfants. On a bien compris, c'est important. Pour un éditeur, dans son business durant l'année, ça représente quoi exactement le salon? Alors, je ne saurais pas dire en termes de pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, mais c'est un moment commercialement très très important. C'est le moment commercial de l'année où on rencontre les lecteurs qui sont de potentiels acheteurs, de potentiels clients, moi je crains pas de le dire, et on rencontre aussi des institutions, des bibliothèques, des universités qui sont à même de faire des commandes. Donc je crois que c'est un moment très important et c'est un moment... moi, je dirais commercial d'abord. Hein, je crains pas de le dire. C'est un moment commercial important. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, peut-être qu'il marque depuis 1 ou 2 ans et cette année un moment charnière de croissance, peut-être, où il va falloir peut-être revoir un certain nombre de choses. Alors, vous faites très bien d'en parler. J'ai posé la question au commissaire du SILA de savoir si le salon était s'autofinancé. Parce qu'il y a 1 million de visiteurs, c'est un immense événement. Et l'article est sorti, c'est M. Hamidou Messaoudi s'est plaint d'être quand même très dépendant du budget de l'État. Parce que les sponsors ne viennent pas sur cet événement. Et si j'en parle, c'est pour enchaîner sur les coûts. Les coûts qui sont proposés aux exposants. Monsieur Messaoudi dit que nous sommes obligés de proposer des coûts symboliques aux exposants. Donc vous vous en plaignez pas? Non, ça, de ce point de vue-là, on s'en plaindra pas. C'est vrai qu'en tant qu'éditeur national, on bénéficie de tarifs d'exposition tout à fait... ils ne sont pas symboliques, mais je dirais oui, ils sont tout à fait accessibles. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe par rapport aux éditeurs internationaux, mais c'est vrai que je suis étonné tout de même par rapport à l'affluence que génère ce salon du livre, qu'il n'y ait pas plus de travail vis-à-vis des potentiels annonceurs, des potentiels sponsors. Je crois que le premier événement culturel de l'Algérie, 1 million de visiteurs, je crois que s'il y avait un travail dans ce sens-là, à mon avis, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Mais lorsque je parle, moi, je crois d'un moment charnière aussi de l'évolution de ce salon, il faut bien se dire que si on a 1 million de visiteurs, et il faut bien se dire aussi que si c'est un moment commercialement important pour nous, c'est aussi un tout petit peu par défaut. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il faut bien le dire que ce que réussit le salon, c'est un peu le reflet de ce qu'on ne réussit pas tout le reste de l'année par rapport à la librairie. Nous allons en parler. Voilà. Et que de ce point de vue-là, peut-être qu'il y a une réflexion à mener. Alors, si vous, qui connaissez un peu les salons ailleurs dans le monde, vous pensez que le SILA arrive peut-être à un moment charnière, c'est que vous avez une petite idée derrière la tête sur comment le faire évoluer éventuellement. Les sponsors, quoi d'autre? Quoi d'autre, c'est surtout délocaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter d'un seul salon international à Alger et laisser le reste du pays uniquement vivre avec des petits salons nationaux qui... vous savez, c'est les salons internationaux qui génèrent de l'affluence. Nous, on participe à des salons nationaux à Sétif, à Tlemcen, qui sont organisés d'ailleurs par l'ENAG, où on voit qu'il y a du public, mais ça ne suffit pas. Ce qui attire le public, c'est les salons internationaux. C'est à la fois la présence des éditeurs nationaux et à la fois la présence des éditeurs internationaux, et évidemment essentiellement du monde arabe et de France, francophone on va dire. Et les salons et les éditeurs internationaux, surtout des livres spécialisés, scientifiques, techniques, universitaires. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait réfléchir à évidemment des salons internationaux à Oran et à Constantine, au moins
pour un peu désengorger Alger, parce que sinon on va avoir une situation totalement déséquilibrée, où on va se dire on a un grand salon, un des plus grands salons dans le monde, mais qui n'est pas le reflet de la vraie situation du livre, qui est le reflet d'un vide. Tout le reste de l'année, les gens ne vont pas en librairie, un tissu de librairie qui est très problématique, très fragile, et donc les gens, une fois par an, il y a ce grand événement qui est très bien et qui est évidemment important, mais qui ne reflète pas la vraie... Qui pourrait délocaliser, songer à délocaliser, c'est la prérogative des pouvoirs publics. Oui, le ministère de la Culture, bien sûr, le ministère de la Culture peut tout à fait organiser ça. Un salon international du livre à Oran, je pense qu'il aurait toute sa place. Il y a les infrastructures, en plus, de tous les points de vue. Un salon du livre international à Constantine ou à Naba ou une autre ville, aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être pas à la mesure, ce ne sera pas 20 000 mètres carrés, mais ça peut être 10 000 mètres carrés. Mais je crois que d'abord, il y a un bassin de public, étudiants, intellectuels, de lecteurs, tout simplement, de scolaires, dans l'Ouest, qui seraient disposés à aller, plutôt que d'attendre Alger de venir, parce qu'on le voit bien au Salon du Livre d'Alger aussi, là. Les gens viennent de l'intérieur du pays. Absolument. Ils viennent, les bibliothécaires, les grossistes viennent en fourgonnette et viennent au Salon du Livre s'alimenter, entre guillemets, comme on s'alimente chez une supérette ou autre chose. Donc je crois qu'il faudrait réfléchir à cette question-là et pas simplement... Vous, en tant qu'éditeur, vous êtes dans votre rôle de proposer une évolution de ce type. Est-ce que vous fonctionnez toujours en association comme avant? Vous avez même co-organisé le SILA à un moment donné. Non, moi j'ai fait partie il y a quelques années de l'équipe d'organisation de la partie littéraire, simplement de la programmation littéraire du Salon du Livre, mais pas du tout dans la partie organisation. Maintenant, l'organisation logistique lourde, c'est Léna qui s'en occupe depuis 3 ans maintenant et qui fait un excellent travail, je crois. Mais dans nos prérogatives, oui, il y a aussi la question de faire entendre la voix des éditeurs. Mais la question que je pose, elle n'est pas simplement de faire des critiques pour des critiques. Il ne s'agit pas de ça. Le SILA est un événement important, on l'a dit. Mais je crois qu'il faut, non pas relativiser d'ailleurs, mais lire les chiffres différemment. Voilà, les chiffres, on peut les lire de différentes façons. Et quand on dit 1 million de visiteurs, en effet, ça peut être peut-être le 2e ou 3e plus grand salon littéraire au monde. Je crois qu'il attire 1 million. Peut-être il y a Guadalajara au Mexique, Buenos Aires en Argentine, ou sans parler de Francfort, qui est un salon du livre à part, parce que c'est le plus grand événement du monde, mais qui est plutôt professionnel. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a une réelle... il y a un côté populaire dans le Salon du Livre, et ça, c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas que cela masque une réflexion et une analyse de la situation. C'est vrai que c'est très paradoxal, parce que la fragilité du tissu de la librairie. Parce que quand on voit dans l'espace public l'utilisation du livre, dans les transports publics, dans les bancs publics, et tout, on n'a pas l'impression que les Algériens lisent. Exactement. On n'a pas du tout ce sentiment. Moi, je prends le métro d'Alger, je regarde, même pour la presse écrite d'ailleurs. Mais qui sont en fait, est-ce que vous avez une idée de l'évolution du lectorat en Algérie? Parce que c'est quand même, entre guillemets, votre marché. Oui, bien sûr. L'évolution du lectorat, il dépend du type de livre qu'on publie et qu'on produit. Si vous voulez, il y a une évolution du lectorat c'est une évolution qui n'évolue pas, on va dire. C'est le livre scolaire et universitaire. Ça, on a affaire à un public captif qui est là. On a des millions d'élèves, d'étudiants qui sont là, qui ont besoin de manuels, de livres de suivi. C'est même le moteur du marché. C'est le moteur du marché pour un certain nombre d'éditeurs qui font ça très bien. Ensuite, on a la littérature dite générale. Générale, ça peut dire des essais, des livres d'histoire, de littérature évidemment, de poésie, des beaux livres, des livres de cuisine. Je vais m'arrêter une seconde sur cette distinction. Qu'est-ce qui marche le plus finalement? Parce que nous, vu du côté du public, on a l'impression que les essais, les brûlots marchent quand même mieux que la littérature. Alors, je dis ça parce que la Maison Blazard, c'est quand même beaucoup spécialisé dans la littérature. Oui, c'est clair que les essais aujourd'hui, depuis 10-12 ans, il y a un boom des essais, des essais historiques surtout, qui revisitent l'histoire de l'Algérie, l'histoire profonde de l'Algérie, l'Algérie des origines, comme dirait Gilbert Meignet, mais qui revisitent aussi l'histoire du mouvement national, évidemment. Le mouvement national dans toutes ses contradictions. Je crois qu'aujourd'hui, le besoin de livres, de référents sur l'histoire de l'Algérie, c'est des référents et des livres qui apportent des témoignages contradictoires et non plus une vision monolithique de l'histoire qui a été le fait du parti unique pendant 30 ans et qui a imbibé le système éducatif, on va dire. Aujourd'hui, les gens savent qu'il y a eu un moment de l'histoire de l'Algérie qui s'est appelé le mouvement national et le mouvement de l'indépendance de l'Algérie, mais que cette histoire-là,
au fond, elle n'est pas encore racontée dans toutes ses problématiques, dans toute sa complexité. Alors, il y a un bassin de lecteurs pour ce type de problématique, mais moi, dans mon rôle de journaliste, je vais quand même interroger ce bassin et sa taille. Un livre comme celui que vous avez édité de Maître Ali Yahya Abdel Nour sur la crise berbériste, ou un livre comme celui de Feu Mechati, qui a disparu depuis le dernier Sila et qu'on regrettera beaucoup cette année, sur les schismes au sein du mouvement national. On se rappelle qu'il faisait partie des 22, il a quitté les préparatifs du mouvement du déclenchement de la Révolution. Des livres comme cela, c'est quel potentiel de vente? 5000 exemplaires sur 2 ans? Non, ça peut être jusqu'à 10 000 exemplaires en 1 an et demi, 2 ans. Ça peut être très intéressant. Comme potentiellement, on peut aller jusque-là. Nous, on a eu les expériences personnelles qu'on a eues de livres qui ont bien marché. Ça a été d'abord celui de Abdelrahman Hadj Nasser, l'ancien banquier ANC, la martingale algérienne, où, en effet, les mémoires de Pierre et Claudine Chollet, par exemple, aussi, ou donc récemment, en effet, l'ouvrage de Mechati, ou donc la crise berbère de Ali Yahya Abdel Nour. Ça, potentiellement, on peut aller à 10 000 exemplaires sur une période de 18 mois, on va dire. Mais ça demande une énergie... Et ça, c'est le seuil, pour un éditeur, c'est le seuil de la bonne affaire. Oui, là, ça devient une bonne affaire. C'est-à-dire qu'à 3000, si on arrive à écouler 3000 exemplaires, 3-4 000 exemplaires en 7-8 mois, c'est déjà très intéressant. Au-delà, ça devient encore plus intéressant. Mais je crois que ça peut aller beaucoup plus. Je crois que l'exemple, sur les 15 dernières années, on a deux repères. Je crois qu'il y a eu les mémoires du général Nazar il y a 15 ans, publiés par les éditions Chehab, qui a été le premier grand livre publié par un des grands témoins de toute cette histoire depuis 50 ans, on va dire, quelle que soit la valeur du livre, quelle que soit la valeur de ce témoignage, mais ça a été le premier livre qui a apporté un point de vue et qui s'est vendu, je crois, à 30 000 exemplaires. Voilà, c'était quelque chose d'important. Et puis récemment, surtout, les mémoires de Chadli, de Feu Chadli, qui ont aussi très très bien marché au niveau des éditions Casbah, qui ont été aussi un moment éditorial important. Donc je crois que ces grands témoignages, pour peu que les livres soient bien faits, et aujourd'hui on a des éditeurs qui font de bons livres, qui savent travailler les textes, qui savent les éditer, comme on dit l'editing, comme disent les éditeurs anglo-saxons, c'est-à-dire un peu couper, rajouter, corriger, amender, travailler avec l'auteur pour essayer de valoriser, mettre en valeur son texte. Donc pour peu qu'il y ait ce travail-là, que le texte ne soit pas livré comme ça brut, je crois que ça peut avoir un grand impact. Mais il faut l'accompagnement média, il faut la distribution, qui est le point le plus noir de toute cette affaire. C'est comment faire parvenir un livre de Tlemcen à Annaba, d'Alger à Ouargla. Vous prenez la route ? Non, il y a des transporteurs aujourd'hui. Non, malheureusement, on peut plus le faire. On n'a plus l'énergie, on a trop de livres. Mais il y a des transporteurs, il y a des libraires. Mais ça demande une énergie. Ça demande une énergie telle qu'on l'a fait pour un certain nombre de livres, mais on ne le fait pas pour tous les livres. Et si on fait ce travail-là, ça nous éloigne de notre vrai travail. Notre vrai travail, c'est d'être éditeur, c'est pas d'être distributeur ou de porter les livres dans des sacs et de les emmener à Oran ou à Tlemcen. Donc voilà, c'est un peu cette problématique-là aujourd'hui, un espèce de petit cercle vicieux qui s'est installé par rapport à un lectorat, pour revenir à un lectorat qui est assez fragile quand même, parce qu'on a affaire à un lectorat, je dirais, de quadras, de quarantenaires, cinquantenaires, voire 60 ans, qui ont plus ou moins connu la période coloniale, qui ont plus ou moins été formés à la lecture, qui sont plus ou moins passionnés par la lecture. On vit sur ce socle-là, alors que les nouvelles générations sont peut-être en train d'inventer leurs pratiques de lecture, qu'on n'arrive pas très bien à les saisir. Est-ce que c'est de la littérature? Est-ce que c'est des livres légers? C'est des pratiques de délecture. De délecture peut-être. Est-ce que c'est le magazine? Est-ce que c'est le net? En tout cas, en dehors du livre scolaire et parascolaire et universitaire, là, il n'y a pas de souci. Donc, en dehors de ça, on est en train de tâtonner vis-à-vis de notre électorat. Mais c'est un moment de très grande fragilité en dehors du livre. Donc, je dirais scolaire utile, scolaire et universitaire, c'est un moment de grande fragilité, évidemment, parce qu'on est chaque année en train de s'interroger sur la nature de ce lectorat et de combien de troupes, combien de divisions il reste. Nous qui sommes dans l'édition, en particulier l'édition électronique, nous regardons nos amis qui sont sur le papier, qui souffrent, ailleurs dans le monde, beaucoup, un peu de plus en plus ici en Algérie. Quel est l'écho que vous renvoient vos collègues à propos du livre et de l'évolution de l'industrie du livre, notamment dans l'espace européen ? Moi, je dirais pas simplement l'espace européen. Nous, on essaye de regarder l'Afrique, on essaye de regarder l'Amérique du Sud, qui est vraiment le pays, ou des pays émergents qui sont la Russie, l'Inde et le Brésil, qui sont les 3 pays émergents. Je crois que c'est ceux-là sur lesquels il faut se baser, et non plus l'Europe, qui a une tradition, qui a une économie, qui a une situation sociopolitique qui est très différente.
En Europe, il y a une crise du lectorat, évidemment, mais qui se traduit très différemment par rapport à nous. Il y a quand même encore des tissus de librairie, il y a encore des milliers de livres traduits, publiés, etc. La situation en Afrique est très préoccupante. L'Algérie, de ce point de vue-là, je dirais même que ça va moins mal que dans d'autres pays africains. Après, il faut distinguer Afrique noire, Afrique francophone, Afrique anglophone, plus ou moins développée. Si on prend des pays comme l'Afrique du Sud, évidemment, il est hors catégorie, économiquement, intellectuellement, institutionnellement même, on va dire. Mais dans d'autres pays, la situation est très, très précaire. Dans le monde arabe aussi, depuis 2-3 ans, l'Égypte, qui était un des moteurs du livre dans le monde arabe, vit une situation de crise très grave, éditoriale et du point de vue du lectorat, et ça se répercute sur le reste du monde arabe. La Syrie aussi, qui intellectuellement était un grand pourvoyeur d'auteurs, mais aussi de très grandes et de très belles maisons d'édition, vit un moment de crise très grave. Il reste le Liban, qui est toujours, on va dire, le poumon, la place forte de l'édition dans le monde arabe, mais le Liban produit des livres, édite des livres à destination de l'exportation dans le monde arabe, et donc il est dépendant des marchés arabes. Comment on peut anticiper cette évolution en Algérie en diversifiant l'offre Alors en diversifiant l'offre, mais tout revient toujours au système scolaire, au système éducatif. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le lecteur de demain, il est en train de se fabriquer, d'être construit, d'être créé, d'être conçu à l'école aujourd'hui à 5 ans. C'est à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, le Brésil peut-être devrait être un des pays sur lequel on devrait se pencher pour voir les expérimentations qui ont lieu au Brésil, à la fois dans la corrélation entre le système éducatif et le système culturel, notamment par rapport à la lecture numérique. Il y a eu une expérience pilote depuis 2 ans au Brésil qui a mis à disposition dans certains États fédéraux des tablettes numériques dans les écoles. Vous y croyez, vous, des enfants qui lisent sur des tablettes ? Écoutez, en tout cas, l'expérimentation est en cours et serait intéressant de voir. Le Brésil, contrairement à ce qu'on peut croire, et c'est pour ça que l'expérience algérienne est intéressante, l'État au Brésil est un grand acheteur de livres. Donc l'économie éditoriale au Brésil vit aussi grâce aux commandes de l'État, ce qui est le cas un peu de l'Algérie. Il y a beaucoup aussi d'aide et de soutien du ministère de la Culture. Il y a beaucoup de vos collègues qui disent que ce n'est pas le cas. Que les livres ne sont pas suffisamment achetés, notamment par le ministère de l'Enseignement supérieur. Oui, voilà, le problème, c'est pour ça que j'ai dit le problème et ce lien qui doit être entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Il faut cette réflexion, mais ça nécessite une réforme et une réflexion très profonde de notre projet de société, de ce qu'on veut pour nos enfants, de ce qu'on veut, comment on veut les former, à quel niveau de réalisation et d'épanouissement intellectuel on veut Vous ne direz pas que le problème est politique. Enfin, bien sûr qu'évidemment il est politique. Nous, les éditeurs électroniques, nous savons qu'on n'a pas droit à la publicité publique parce qu'on considère dans le gouvernement que les sites électroniques ne sont pas contrôlables. Il peut y avoir la même démarche vis-à-vis des maisons d'édition. Bien sûr. Vous éditez Maître Ali Abnour, qui n'est pas le plus grand copain du système. On va peut-être vouloir éviter de vous commander des livres. Évidemment que là, on touche à un point évidemment nodal, c'est que le problème est bien sûr politique, lié à l'état et à la situation de notre pays, institutionnel, et du rapport de force entre la société civile, si elle existe encore un tant soit peu, elle a été plutôt mise à mal depuis 15 ans, et le pouvoir politique. Le pouvoir, je dirais que c'est un problème politique sous plusieurs aspects d'ailleurs. Pouvoir politique au sens où quelle société on veut pour les Algériens. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'on veut faire de ces enfants et de ces élèves, de ces étudiants, à quel degré de maturité intellectuelle on veut les amener, à quel degré de conscience individuelle on veut les amener, quelles sont les libertés qu'on veut bien nous accorder de ce point de vue-là. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, depuis quelques années, ce qui nous arrivait peut-être pas il y a 10 ans, peut-être ça ne nous arrive pas. Aujourd'hui, un certain nombre de manuscrits, on ne peut plus les publier aujourd'hui. On fait très attention. Donc de ce point de vue-là, il y a un recul. Il y a un recul. Je le pressentais, vous me le confirmez. Oui. Alors, c'est pas le plus important. Évidemment, ne pas publier un livre sur 100, on va dire, c'est négligeable. Mais vous savez que la question de la liberté, elle est inconditionnelle. Vous ouvrez une boîte de Pandore, là. Vous avez eu à hésiter sur de bons
bons manuscrits, mais qui allaient vous créer des problèmes. On n'a pas hésité, ce n'est même pas l'objet d'une hésitation, c'est qu'on ne peut pas le faire, clairement. C'est tout, la situation est là. Alors c'est de ce qu'on appelle de l'autocensure, hein, évidemment. Il n'y a aucune loi contraignante, il n'y a a priori, il n'y a aucune contrainte juridique ou de ce point de vue-là, du point de vue de la loi, mais c'est de l'autocensure, clairement. Mais voilà, je disais, ça touche peut-être un livre sur les 100 qu'on a publiés, donc vous allez dire c'est marginal, mais en même temps, la liberté d'expression, je finis ça, la liberté d'expression, les libertés civiques, elles sont inconditionnelles, elles ne sont pas relatives. Donc un livre sur 100, c'est toujours un livre sur 100. Donc voilà. Puisqu'on a évoqué ce sujet, qu'on va faire une petite pause pour passer à la dernière partie de l'émission, ce type de livre, je subodore que ça touche, on est au 60e anniversaire du 1er novembre 1954, il y a beaucoup de livres sur l'histoire du mouvement national, il y a très peu de livres sur la guerre civile algérienne. Enfin, moi je l'appelle comme ça n'engage que moi, les années 90. Et c'est vrai que sur le champ éditorial, on se pose des questions, pourquoi des livres n'émergent pas en quantité suffisante. J'imagine que ça fait partie des livres qui posent problème. Ça fait partie des livres qui posent problème. Ça dépend de l'angle, évidemment, d'attaque de l'auteur du livre, de la crédibilité, de la pertinence de ses propos. Vous dites guerre civile, évidemment. Déjà, la question de la terminologie, nous, ça nous intéresse en tant qu'éditeur, de savoir comment on va appeler une situation donnée. Une guerre entre soi, ça s'appelle une guerre civile et ça s'appelle pas autrement. Mais ça, c'est un autre débat à la limite. Et évidemment, on a un déficit sur le champ des études contemporaines. Pas simplement la décennie des années 90, octobre 88, et y compris les années 2000. Alors là, pour le coup, c'est un champ de travail, par exemple, la corruption, clairement. Voilà, je pense à un livre qu'on n'a pas pu faire et qui touchait, qui traitait de la corruption. Donc voilà, c'est des choses qui sont un peu embêtantes tout de même, parce qu'on se dit... la réflexion est toujours la même. On se dit... Pourquoi ça gêne qu'un livre publié à 2000 ou 3000 exemplaires? En quoi est-ce gênant? 2000 ou 3000 exemplaires, c'est de la marge. Mais je crois qu'il y a le pouvoir symbolique du livre et le pouvoir symbolique des choses, tout simplement. Même quelque chose à la marge, en quantité, peut avoir un impact en termes d'image et en termes de relais d'information plus important que ce qu'il n'est réellement dans le lectorat. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation... institutionnelle telle qu'il ne faut pas de brèche, il ne faut pas d'entaille, il ne faut pas qu'il y ait d'expression exagérément critique vis-à-vis de la situation politique. Alors pour la presse écrite, je ne sais pas, c'est une autre situation. C'était ma question. J'allais vous dire, est-ce que vous ne vous sentez pas épaulé quand même un petit peu par les moments d'audace de la presse écrite qui sont de plus en plus rares. Oui, mais c'est différent. J'ai l'impression que les rapports de force au sein de la presse écrite ne sont pas les mêmes que dans le... Nous, on est beaucoup plus fragile. En gros, Nahar et Shourouk ont pris le dessus sur le Khabar el-Watan. D'une certaine manière, oui, voilà. D'une certaine manière, oui, on peut l'exprimer comme ça. Mais si on prend le champ éditorial, les éditeurs qui seraient... même pas idéologiquement, éthiquement, nos références auraient été Abdelrahman Bouchen, par exemple, il y a 20 ans, qui publiait Ahmed, qui publiait Katib Yassine, des ouvrages comme ça, qui était une grande figure, qui a dû quitter le pays en 95. Je dois ajouter qu'il a aussi publié Mohamed Hadj Smaïl de Rilizan, qui a rapporté le livre le plus accablant des années 90 et qui est passé inaperçu parce qu'il a été édité en France et racheté en grande quantité probablement par les services algériens. C'est ce qui nous ressort. Donc voilà, une figure comme Abdelrahman Bouchen qui ne revient plus en Algérie, qui n'est plus revenu depuis son départ et qui est une grande blessure. Je crois que éthiquement comme modèle, c'est lui qu'on devrait avoir comme modèle par rapport au métier d'éditeur, comme on pourrait avoir comme modèle en France François Maspero, qui devrait être notre modèle, qui est notre modèle de fait. Et la situation, je ne cite pas ces deux noms comme ça par hasard, parce que je crois que ce sont deux figures d'éditeurs qui ont eu à vivre des situations presque similaires à 30 ans d'écart. Évidemment, la guerre d'Algérie pour François Maspero et la décennie noire pour Abdelrahman Bouchen. Et donc, voilà, je dirais que malheureusement, Bouchen a perdu et je ne sais pas qui a gagné. Monsieur Soufiane Hadjadj, vous avez dans votre catalogue d'auteurs un certain Kamal Daoud, qui est nominé